C'était un mardi matin quand j'ai vu les 2 barres sur le test. Mes mains tremblaient, et le miroir de la salle de bain reflétait un visage que je reconnaissais à peine. Pâle, abasourdi, submergé. Je n'avais jamais prévu d'être père, du moins pas maintenant, pas comme ça. Mais alors que la réalité s'installait, une chaleur étrange a fleuri dans ma poitrine. Peut-être que ce pourrait être le début de quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Puis la sonnette a retenti. C'était un coursier. Il m'a tendu une grande enveloppe Kraft. J'ai ouvert d'une main, tenant toujours le test de grossesse dans l'autre. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, une assignation en divorce. Mon nom, imprimé en gras, me fixait comme une trahison. J'ai senti un coup de poing dans l'estomac, comme si l'univers avait décidé de se moquer de moi. Dans une main, le début de la vie. Dans l'autre, la fin d'une vie que je pensais construire. Je me suis assis dans le fauteuil du salon, celui que nous avions acheté ensemble dans ce magasin de meubles du boulevard Saint-Germain, après avoir économisé pendant 6 mois. C'était un fauteuil confortable, en cuir marron, où nous avions l'habitude de regarder des films après le dîner. Maintenant, je m'y sentais comme un étranger. Raphaël, c'était mon ami Marcel au téléphone. Tu as disparu, mec. Tout va bien? Je ne savais pas quoi répondre. Comment résumer que votre vie a basculé en quelques minutes? C'est Patricia. Commençai-je, mais ma voix se brisa. Elle veut le divorce. Le silence à l'autre bout du fil dura quelques secondes. J'arrive, dit-il finalement. Quand Marcel est arrivé, il m'a trouvé assis dans la même position, les papiers éparpillés sur la table basse et le test de grossesse à la main. Mon Dieu, Raphaël, s'exclama-t-il en voyant le test. Elle est... Oui, et en même temps, elle m'envoie ça, dis-je en montrant les papiers. Marcel a pris une bière dans le frigo. C'était une 1664, sa préférée. Je n'ai jamais vraiment aimé, je préférais la Kronenbourg, mais j'avais fini par m'y habituer. C'était de petites concessions que nous faisons quand nous aimons quelqu'un. Tu vas avoir besoin d'un avocat, dit Marcel en ouvrant la bière. Mon cousin Antoine est spécialisé en droit de la famille. Je peux l'appeler. J'ai hoché la tête, mais mon esprit était ailleurs. Au cours des 3 dernières années, j'avais construit ma vie autour de Patricia. Je l'avais rencontrée à une fête d'anniversaire dans une brasserie à Boulogne-Billancourt. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital Saint-Louis, venait juste d'être diplômée. J'étais technicien informatique dans une compagnie d'assurance dans le centre. Ce ne fut pas le coup de foudre, mais il y a eu une connexion immédiate que je n'avais jamais ressentie auparavant. Notre appartement dans le Marais, petit mais chaleureux avec vue sur la place des Vosges, était devenu notre refuge. Le dimanche matin, nous prenions notre petit déjeuner à la boulangerie du coin, avec un croissant et ce café crème parfait. Le soir, nous nous promenions jusqu'à la place où se tenait le marché artisanal. Patricia adorait acheter des bijoux en pierre naturelle. Et maintenant? Tout était fini avec une signature? Et que faire avec un enfant en route? Tu dois manger quelque chose, insista Marcel, cherchant déjà une application de livraison sur son téléphone. Je vais commander cette pizza reine que tu aimes bien. L'interphone a de nouveau sonné. C'était Madame Dubois, la voisine du 3e, apportant un panier de croissants chauds. D'une manière ou d'une autre, les mauvaises nouvelles se propagent toujours rapidement dans les immeubles parisiens. Mon petit, j'ai appris par Marlène du 1er. Quelle situation, dit-elle en me serrant fort dans ses bras. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Mon fils est passé par là aussi, vous savez. Maintenant, il a la garde du petit Pierre, un enfant adorable. Cette nuit fut la plus longue de ma vie. Les amis sont arrivés, les uns après les autres. Ma sœur Pauline est venue de Créteil dès qu'elle a su. Elle a amené ma nièce Amandine, qui à 6 ans ne comprenait rien, mais dessinait sur mon carnet de travail pendant que les adultes parlaient à voix basse dans la cuisine. Mon téléphone sonnait sans arrêt. Des messages de Patricia. On peut parler? S'il te plaît, réponds. Ce n'est pas ce que tu penses. Classique. J'ai éteint l'appareil. Par la fenêtre, je voyais l'agitation de la rue de Rivoli, des gens rentrant du travail, des couples main dans la main, un monde normal suivant son cours alors que le mien s'effondrait. La fine pluie qui tombait semblait être le seul élément qui correspondait à mon état d'esprit. Tu vas devoir,
T'es organisé, dit ma sœur s'asseyant à côté de moi. Financièrement, émotionnellement, tout. Et maintenant, il y a le bébé. Le bébé. C'était étrange d'y penser. Une vie qui grandissait, indépendamment du chaos. Une vie qui dépendrait de moi, qui m'appellerait papa. Comment je vais faire ça tout seul, Pauline? Un jour après l'autre, répondit-elle simplement. C'est comme ça que j'ai fait quand René m'a laissé avec Amandine. Un jour à la fois. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Je ne pouvais pas entrer dans la chambre, voir notre lit, sentir son odeur sur les oreillers. L'appartement, autrefois si accueillant, semblait maintenant un musée de souvenirs que je ne savais pas si je voulais préserver ou détruire. Le matin, la réalité a frappé plus fort. Je devais travailler, appeler l'avocat, comprendre comment être un père célibataire. Et surtout, je devais décider si j'allais affronter Patricia ou simplement signer les papiers et essayer d'avancer. Le café a refroidi dans la tasse pendant que je regardais par la fenêtre le soleil se lever sur Paris. Une ville qui ne s'arrête jamais, qui n'abandonne jamais. Peut-être qu'il était temps d'apprendre d'elle. Elle disait que j'étais sa bonne étoile, qu'avant moi, sa vie était une série de tempêtes et d'impasses. Je la croyais. Je portais ce titre comme une armure. Chaque heure supplémentaire, au travail, chaque dîner romantique, chaque petit geste, je faisais tout en croyant que cela faisait partie de quelque chose de rare. Je croyais que nous étions une équipe, construisant un avenir basé sur l'amour et la loyauté. Je me souviens encore de ses yeux la première fois qu'elle l'a dit. Nous étions allongés dans le lit, les fenêtres ouvertes, sur une nuit d'été au jardin des plantes, et elle a murmuré « Tu es mon miracle ». Je me suis accroché à cette phrase comme si c'était une écriture sainte. Même quand les choses devenaient difficiles, je me la répétais comme une prière. Elle m'a choisi. Je rends sa vie meilleure. Mais les prières peuvent se transformer en mensonges lorsque la personne qui les prononce a déjà changé de cœur. En regardant l'assignation en divorce, j'ai pensé à combien de fois j'avais ignoré les signes, les longs silences, le téléphone portable retourné, la distance froide qui grandissait entre nous. Mais quand même, un divorce, maintenant, alors que nous venions de créer une vie, cela semblait surréaliste, comme si le monde s'était fissuré sous mes pieds. À notre premier rendez-vous, nous sommes allés au musée d'Orsay. Il était fermé pour rénovation, mais nous avons marché dans le jardin des Tuileries pendant qu'elle me parlait de son rêve de devenir un jour infirmière en chef. Ensuite, nous avons mangé une crêpe au sucre sur un stand près de la Seine. Elle s'est taché le menton et j'ai essuyé avec une serviette. Notre premier contact. « C'est drôle comme tu prends toujours soin de tout le monde », commenta-t-elle. « Qui prend soin de toi, Raphaël ? Personne ne m'avait jamais demandé. Ça va ? J'ai grandi près de Lyon, le cadet d'une fratrie de 5. Ma mère était couturière, mon père chauffeur de bus. Très tôt, j'ai appris à me débrouiller seul, à ne pas causer de problèmes. Maintenant, tu vas prendre soin de moi, ai-je répondu, mi-plaisantant, mi-sérieux. Et pendant un temps, elle a pris soin. Elle se souvenait des dates importantes, préparait mon plat préféré, le hachis parmentier, quand j'étais stressé, me massait les épaules après une longue journée devant l'ordinateur, de petits gestes qui construisaient quelque chose de grand. Notre mariage a eu lieu dans le gîte de son oncle dans la vallée de Chevreuse. Une cérémonie simple, avec un barbecue et un groupe de musique. Nous avons économisé sur presque tout, sauf le photographe. Patricia a insisté sur le fait que nous avions besoin de souvenirs de qualité. Nous avons dansé sur « Je l'aime à mourir » de Francis Cabrel comme première danse, parce qu'elle passait à la radio lors de notre premier baiser. Tout le monde a ri quand nous avons raté les pas, mais peu importait. Nous étions imparfaits ensemble. Les photos de ce jour étaient encore sur le mur du salon. Je devais les enlever bientôt, mais je n'en avais pas la force. Chaque image était un coup de poignard maintenant. J'ai appelé mon chef à la compagnie d'assurance. Henri a toujours été compréhensif. J'ai besoin de quelques jours, il s'est passé quelque chose. Je suis déjà au courant, m'interrompit-il. Denise des RH est amie avec Patricia sur Facebook. Je suis désolé, Raphaël. Prends la semaine, organise ta vie. Le travail sera là à ton retour. La nouvelle s'était déjà répandue. Ils en parlaient probablement dans les couloirs, à la machine à café, dans les groupes WhatsApp. Tu as entendu pour Raphaël ? Sa femme enceinte a demandé le divorce. Le poids de l'humiliation s'ajoutait à la douleur. Ma mère a appelé de Lyon.
À 68 ans, Simone faisait encore des retouches de vêtements, mais elle a menacé de tout laisser tomber pour venir m'aider. Pas besoin, maman. Je vais bien. Mon fils, tu n'as jamais su me mentir. Je prends un billet de TGV pour la semaine prochaine. L'appartement était trop silencieux. J'ai allumé la télévision juste pour avoir un bruit de fond. Il y avait une rediffusion d'un vieux film de Louis de Funès. Patricia adorait les vieilles comédies. Je faisais semblant de me plaindre, mais secrètement, j'aimais la voir réagir aux histoires, prévoir les dénouements, défendre les personnages. Les souvenirs étaient comme des fantômes occupant chaque recoin de l'appartement. Dans la cuisine, où elle dansait en préparant le petit déjeuner au son de Vanessa Paradis. Dans la salle de bain, où nous partagions le lavabo au milieu des brosses à dents et des crèmes pour le visage. Sur le balcon où nous arrosions ensemble les plantes grasses qu'elle collectionnait. L'interphone a de nouveau sonné. C'était Jules, mon partenaire de salle de sport. J'ai apporté une pizza et de la bière sans alcool. Je sais que tu vas devoir rester sobre maintenant, avec le bébé et tout. Jules n'était pas mon ami le plus proche, mais il a été le seul à comprendre exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Quelqu'un qui ne posait pas de questions, qui n'offrait pas de conseils, juste une compagnie silencieuse. Nous avons mangé en regardant un match du PSG, mon équipe depuis l'enfance. Patricia était une fervente supportrice de l'OM, et nos dimanches de classico étaient sacrés, avec maillot, paris stupides et taquineries légères. « Tu as déjà pensé à des prénoms ?» demanda Jules, quand le match est devenu ennuyeux. Je n'y avais pas encore pensé. Un prénom, quelque chose qui resterait pour toujours, qui définirait une personne. Si c'est un garçon, peut-être Michel, répondis-je en pensant à mon grand-père. Si c'est une fille, je ne sais pas. Que penses-tu de Victoire, suggéra-t-il. Parce que ce sera ta victoire personnelle, tu vois. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Victoire, ça avait une belle signification. Le soir, de nouveau seul, j'ai regardé les messages de Patricia. Il y en avait plus de 30. Le dernier disait « S'il te plaît, Raphaël, nous devons parler du bébé. » Le bébé. Notre bébé. La seule chose qui nous connectait encore. J'ai répondu simplement « Demain. Le petit café, 10 heures. » Le petit café était à mi-chemin entre notre appartement et l'hôpital où elle travaillait. C'est là que nous avions célébré ses 30 ans, où nous avions fait des plans pour l'avenir, où elle m'avait parlé de sa promotion au poste d'infirmière, superviseur. Je me suis allongé à nouveau sur le canapé, couvert par le plaid en crochet que Madame Dubois m'avait prêté. À la télévision, une publicité pour des couches. La vie avait parfois un sens de l'humour cruel. J'ai attrapé le test de grossesse qui était toujours sur la table. Ces 2 barres bleues qui avaient tout changé. Pendant un instant fugace, avant que la sonnette ne retentisse, avant les papiers du divorce, j'avais imaginé comment ce serait de lui annoncer la nouvelle. J'avais visualisé son sourire, ses larmes de joie, notre étreinte serrée. La réalité avait été bien différente. Et maintenant, je devais accepter que notre histoire d'amour était terminée juste au moment où un nouveau chapitre aurait dû commencer. Je me suis endormi en pensant au café du lendemain, à ce que je dirais, à ce que j'entendrais. Et, pour la première fois, j'ai pensé plus à l'avenir avec mon enfant qu'au passé avec elle. J'ai découvert qui il était 2 jours plus tard. Un ami commun, si on peut l'appeler ainsi. Le genre d'homme qui riait trop fort, buvait trop et regardait toutes les femmes comme si elles étaient des proies. Je ne l'ai jamais aimée, et elle non plus. Du moins, c'est ce qu'elle disait toujours. Il s'avère qu'elle l'aimait assez pour détruire tout ce que nous avions. Le café avec Patricia fut tendu. Elle est arrivée en retard, comme toujours. Certaines habitudes ne changent jamais, même quand tout change. J'avais choisi une table au fond du petit café, loin des fenêtres. Je ne voulais pas être vu. Pas d'explication, pas de regard de pitié. « Tu as une mine affreuse », furent ses premiers mots en s'asseyant. « Merci pour ta franchise », répondis-je, incapable de la regarder directement. J'ai commandé un café noir. Elle, un jus d'orange. Je me suis souvenu que les femmes enceintes doivent éviter la caféine. C'était étrange comme je pensais déjà en père, alors qu'elle semblait inconsciente de la vie qui grandissait en elle. « Raphaël, je sais que tu dois me détester maintenant. Je ne suis pas venu ici pour parler de nous, ai-je coupé. Je suis venu pour parler du bébé,
Comment on va faire? Elle parut surprise par mon objectivité. Peut-être s'attendait-elle à des larmes, des supplications, une chance de s'expliquer? Mais j'avais déjà dépassé ce stade pendant la nuit, seul sur le canapé. J'en suis à 11 semaines, dit-elle en jouant avec le bord de son verre. J'ai fait l'échographie hier. Et tu es sûr que c'est le mien? Les mots sortirent plus durs que je ne le voulais. Son visage rougit de colère. Bien sûr que c'est le tien. Comment? Peux-tu demander ça? Parce qu'apparemment tu étais avec quelqu'un d'autre. Avec Gustave. Son nom est sorti comme du poison de ma bouche. Gustave Martin, ingénieur civil que nous avions rencontré à la fête du Nouvel An de son entreprise. Grand, bronzé, avec ce genre de confiance qui vient d'une naissance privilégiée. Fils d'un chirurgien célèbre, toujours avec des histoires de voyages internationaux et de restaurants chers. Le silence de Patricia fut une réponse suffisante. « Comment tu l'as su ?» demanda-t-elle finalement en regardant ses mains. « Est-ce que ça a de l'importance ?» répondis-je. Mais la vérité, c'est que ça en avait pour moi. Jessica m'a montré les photos. Vous à sa fête d'anniversaire, dans ce bar, branché. Vous n'étiez pas très discret. Jessica était aide-soignante, elle travaillait dans le même hôpital que Patricia. Nous avions toujours été cordiaux, mais jamais proches. Elle était venue à mon travail la veille, m'avait demandé de parler. « Tu mérites de savoir la vérité », avait-elle dit, me montrant les photos sur son téléphone. Ça dure depuis des mois. Tout le monde à l'hôpital en parle. Tout le monde savait, sauf moi. Ce n'était pas prévu, tenta d'expliquer Patricia. C'est arrivé, il me comprend d'une manière que je ne comprends pas, ai-je complété. S'il te plaît, épargne-moi les clichés. La serveuse apporta nos commandes. Je l'ai reconnue. C'était la même qui nous servait le dimanche matin, quand nous venions prendre le petit déjeuner après notre footing au parc. Elle m'a lancé un regard de sympathie. Une autre qui savait. « Qu'est-ce que tu veux faire pour le bébé ?» insistai-je, revenant au sujet principal. « Je veux le garder, bien sûr, » répondit-elle, semblant offensée par l'insinuation. « Et je veux que nous participions ensemble à son éducation. On peut être civilisé, beaucoup de couples séparés élèvent bien leurs enfants. Couples séparés. » La réalité de ces mots m'a frappé comme un coup de poing. Nous étions maintenant une statistique. Un autre couple brisé, un autre enfant qui grandirait entre deux maisons. Et Gustave? Quel est son rôle dans tout ça? Elle détourna le regard. Nous ne sommes plus ensemble. Ça m'a pris par surprise. Quoi? Quand il a appris pour la grossesse, il a dit qu'il n'était pas prêt à être père. Il a dit que je devais régler ça. Un rire amer m'échappa. Alors il t'a largué et maintenant tu veux revenir à la sécurité? Au bon vieux Raphaël qui a toujours été là? Ce n'est pas ça. Elle éleva la voix, attirant les regards des tables voisines. Elle baissa immédiatement le ton. Ce n'est pas ça. J'ai fait une erreur, je me suis laissé emporter. Mais ça ne veut pas dire que ce que nous avions n'était pas réel. J'avais vu des photos, eux ensemble dans un bar, sa main sur sa poitrine, sa bouche trop près de son oreille. J'ai eu la nausée. Pas à cause de l'intimité, mais à cause du choix. Entre tous, elle l'avait choisi lui. Quelqu'un qui n'avait aucun respect pour les relations, qui se moquait de notre mariage dans notre dos. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une humiliation. Je lui ai demandé pourquoi, pas avec colère, mais avec une honnêteté brisée. Sa réponse? Il me faisait me sentir vivante. Vivante, comme si tout ce que nous avions construit ensemble était une sorte de mort lente. Comme si l'homme qui tenait ses cheveux quand elle était malade, qui faisait des heures supplémentaires pour payer ses rêves, la faisait se sentir diminuée. Cette seule phrase a fait plus mal que les papiers n'auraient jamais pu le faire. « Tu as déjà décidé pour le divorce ?» demandai-je, changeant de sujet. Je pensais qu'on pourrait essayer à nouveau, pour le bébé. C'était exactement ce que je craignais d'entendre. L'idée que notre enfant serait une colle pour une relation brisée, un pansement sur quelque chose d'irréparable. Non, Patricia, nous n'allons pas utiliser un enfant comme excuse. Je vais signer les papiers du divorce. Je vais assumer mes responsabilités de père. Je vais aimer cet enfant de tout mon être. Mais nous, c'est fini. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Ces larmes qui, autrefois, me brisèrent le cœur.
qui me donnait envie de réparer le monde pour elle. Maintenant, elle me laissait juste fatigué. « Tu m'aimes encore ?» dit-elle. Non pas comme une question, mais comme une affirmation. « Est-ce que ça a de l'importance ?» répondis-je, répétant ma question précédente. J'ai payé l'addition et je suis parti, la laissant assise seule. Le soleil d'automne à Paris était étonnamment fort. J'ai marché jusqu'au parc des Buttes-Chaumont. J'avais besoin d'espace, d'air. Je me suis assis sur un banc face au lac, observant les canards, les familles se promenant, les enfants courant. Mon téléphone a vibré. Message d'un numéro inconnu. C'est Gustave, on doit parler de Patricia. L'audace. J'ai bloqué le numéro immédiatement. Un autre message de mon ami Marcel. Alors, comment ça s'est passé? Je n'ai pas répondu. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce que je ressentais. Vide, peut-être, ou trop plein d'émotions contradictoires. Un monsieur âgé s'est assis à côté de moi sur le banc. Il devait avoir 70 ans, les cheveux blancs portant un chapeau de paille. Il a sorti un petit sac de pain de sa poche et a commencé à nourrir les canards. « Belle journée, n'est-ce pas ?» commenta-t-il, sans me regarder. « Oui », répondis-je automatiquement. « Vous savez, jeune homme, je viens ici tous les jours depuis 15 ans, depuis que ma femme est décédée. C'était son endroit préféré. Je n'ai pas répondu, mais il a continué quand même. Au début, je venais parce que ça faisait mal. Maintenant, je viens parce que ça me réconforte. C'est drôle comme les choses changent avec le temps. Je l'ai regardé surpris par cette sagesse désinvolte. « Combien de temps ça prend ?» ai-je demandé. Pour que la douleur passe, il a souri jetant un autre morceau de pain. « Elle ne passe pas. Vous apprenez juste à construire une vie autour d'elle. Et un jour, vous réalisez que vous avez construit quelque chose de beau. » J'ai remercié le monsieur et je me suis levé. J'avais beaucoup à faire. Trouver un avocat, organiser mes finances, penser à comment réorganiser l'appartement pour l'arrivée du bébé. La douleur ne passerait pas, mais je pouvais construire quelque chose autour d'elle. Quel cosa per mio, figlio. Sur le chemin du retour, je suis passé devant une librairie. En vitrine, un livre sur la paternité en solo. Je suis entré et je l'ai acheté. Ce serait le premier de nombreux pas. Je devais me forcer à me lever chaque jour. Je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer. Il y avait un enfant en route. Mon enfant. Soudain, chaque battement de mon cœur n'était plus seulement le mien. Je parlais au bébé quand j'étais seul, je lui racontais le monde, je lui promettais qu'il serait meilleur que le chaos qu'il avait créé. Les rendez-vous médicaux sont devenus ma thérapie. J'observais l'écran pendant que cette petite forme grandissait semaine après semaine. J'ai appris à quoi m'attendre, quoi acheter, comment me préparer. Seul dans les salles d'attente, je voyais des couples se tenant la main et ma poitrine me faisait mal. Mais ensuite, je me souvenais que je ne faisais pas ça pour elle. Je le faisais pour mon enfant. Après la rencontre au petit café, Patricia et moi avons établi un accord temporaire. Elle m'enverrait des messages après chaque consultation, partagerait les résultats des examens et nous discuterions ensemble des décisions importantes. En pratique, cela signifiait des messages courts et formels, comme des rapports de travail. Rendez-vous aujourd'hui à 15 heures. Tout est normal. Rythme, cardiaque à 150 BPM. Ma mère est arrivée de Lyon comme promis. Simone a pris en main l'appartement en quelques heures, nettoyant, organisant, cuisinant. Elle n'a pas posé de questions sur Patricia, n'a pas offert de conseils non sollicités. Elle était juste là, une présence constante et réconfortante. « On va préparer la chambre du bébé », dit-elle un matin après le café. « Ce petit bureau sera parfait. » Le bureau était l'endroit où je gardais mes livres, mon ordinateur, ma collection de voitures miniatures. C'était mon espace. Mais elle avait raison. Ce serait la chambre parfaite pour le bébé, ensoleillée le matin avec une fenêtre donnant sur un marronnier dans la rue. Nous avons commencé par vider les étagères. Chaque livre, chaque objet avait un souvenir. J'en ai gardé la plupart dans des boîtes, j'en ai donné quelques-uns. Le processus était cathartique, comme si je faisais de la place non seulement dans l'appartement, mais aussi en moi. « De quelle couleur on va peindre ?» demanda ma mère, déjà avec des catalogues de peinture étalés sur la table. On ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille.
Et depuis quand la couleur a un genre, Raphaël? Répondit-elle avec un sourire. Ta chambre était jaune quand tu es né, et tu n'as pas grandi confus, n'est-ce pas? Nous avons choisi un verre d'eau calme et lumineux. Marcel et Jules sont venus samedi pour aider à peindre. Nous avons transformé le travail en un petit événement, avec de la bière, sans alcool pour moi, de la pizza et de la musique d'Alain Souchon à la radio. Pendant quelques heures, j'ai oublié que je me préparais à être père célibataire. J'étais juste un homme peignant une chambre avec des amis, planifiant l'avenir. Lors de la deuxième échographie à laquelle j'ai assisté, nous avons découvert que ce serait une fille. Patricia a pleuré. J'ai juste souri, me souvenant de la suggestion de Jules. Victoire. Ma victoire personnelle. J'aime bien le prénom Victoire, ai-je suggéré en sortant de la clinique. Patricia a accepté immédiatement, ce qui m'a surpris. C'est joli, fort. Ce fut notre premier moment de véritable accord depuis des semaines. Un petit miracle. Les nuits, le silence était encore insupportable. Parfois, je me surprenais à relire nos anciens messages, essayant de trouver le moment où tout avait basculé. D'autres fois, je parlais à voix haute au bébé, espérant que d'une manière ou d'une autre, elle pourrait m'entendre à travers la peau et les os. Je ne pleurais pas seulement un amour perdu, j'essayais de devenir assez fort pour le remplacer par quelque chose de plus pur, l'amour inconditionnel pour mon enfant. Au travail, Henri m'a offert de la flexibilité. Je pourrais travailler de la maison certains jours, réorganiser mes horaires pour assister aux consultations. Tu sais, Raphaël, j'ai 3 enfants, a-t-il commenté pendant un café. C'est la chose la plus difficile et la plus gratifiante que j'ai jamais faite. Et je l'ai faite avec l'aide de ma femme. Tu le fais seul. Cela mérite le respect. Le mot respect est resté avec moi. Pendant des années, j'avais cherché l'amour de Patricia, son approbation, son bonheur. Je n'avais jamais considéré que ce que je méritais vraiment était le respect, d'elle, des autres, de moi-même. J'ai commencé à fréquenter un groupe de soutien pour parents solos à la maison des associations locales. La plupart étaient des mères, confrontées à des batailles différentes mais tout aussi difficiles. Au début, je me sentais déplacé, le seul homme dans une pièce pleine de femmes discutant d'allaitement, de congé maternité, de dépression post-partum. « Vous êtes courageux d'être ici », a dit Martha, une assistante sociale qui animait le groupe. La plupart des hommes ne cherchent pas d'aide. Peu à peu, j'y ai trouvé ma place. J'ai commencé à comprendre que mes préoccupations, comment donner un bain à un nouveau-né, comment calmer un bébé qui pleure à 3 heures du matin, comment monter un berceau seul, étaient valables et partagées. Le groupe est devenu un réseau de soutien inattendu. À la maison, j'ai transformé la chambre du bébé en un projet obsessionnel. Chaque détail comptait. La position du berceau, loin de la fenêtre pour éviter les courants d'air, le fauteuil d'allaitement, que j'utiliserai pour donner le biberon, les rideaux occultants pour la sieste de l'après-midi. J'ai lu tous les livres, regardé toutes les vidéos, participé à tous les ateliers en ligne. C'était comme si j'étudiais pour l'examen le plus important de ma vie. Ma sœur Pauline venait régulièrement de Créteil, apportant des sacs de vêtements d'occasion de ma nièce. Les bébés grandissent trop vite, ça ne vaut pas la peine d'acheter tout neuf, expliquait-elle, pendant que nous organisions de minuscules body par taille. Un soir, je l'ai trouvée en larmes dans la chambre du bébé, assise sur le fauteuil à bascule. « Qu'est-ce qu'il y a » ai-je demandé, inquiet. « Rien, une bêtise. » Elle a essuyé ses larmes. Je me souvenais de la naissance, d'Amandine. Comme c'était difficile, comme j'étais sûr que je n'y arriverais pas seul. Et regarde-la maintenant, une fille magnifique, intelligente, heureuse. Et regarde-toi, ai-je complété, une mère incroyable. Tu vas être un père incroyable, Raphaël. Elle a pris ma main, j'en suis certaine. Au 3e trimestre, les choses sont devenues plus intenses. L'appartement était prêt, les vêtements lavés et pliés, les meubles montés. Mais je n'étais pas prêt. La peur me consumait au milieu de la nuit. Et si je n'étais pas suffisant? Et si je faisais des erreurs? Et si Victoire grandissait avec du ressentiment de ne pas avoir une famille normale? J'ai partagé ces préoccupations avec le docteur Moreau, l'obstétricien qui suivait Patricia. C'était un homme de peu de mots, mais d'une grande sagesse. Tous les parents ont peur, Raphaël.
dit-il en enlevant ses lunettes. Tous. Ceux qui disent que non mentent ou ne s'en soucient pas assez. La peur est la preuve que vous êtes déjà un bon père. Un samedi matin, j'ai reçu un message. Inattendu de Gustave. Il avait créé un nouveau numéro. On doit parler de Patricia et du bébé, c'est important. J'ai de nouveau bloqué, sentant la colère familière monter à ma gorge. Pour qui se prenait-il pour vouloir discuter de ma fille? Quelques jours, plus tard, j'ai croisé Patricia au supermarché. Une coïncidence inconfortable. Elle était énorme avec cette lueur que les femmes enceintes ont souvent. Notre rencontre fut brève et étrange, comme d'ex-amants qui ne savaient plus comment être amis, mais qui sont liés pour toujours. « Tu as l'air d'aller bien ?» commenta-t-elle, pendant que je mettais ses courses lourdes dans sa voiture. « Toi aussi ?» répondis-je, et pour la première fois depuis des mois, c'était vrai. J'allais bien. Pas entier, pas guéri, mais bien. Je devenais un père, et c'était suffisant pour l'instant. Lors de la dernière consultation avant l'accouchement, le docteur Moreau a posé la question que j'évitais. « Qui sera dans la salle d'accouchement ?» Patricia m'a regardé dans l'attente. Le protocole de l'hôpital n'autorisait qu'un seul accompagnant. « Tu devrais être là, » dit-elle, me surprenant. « Tu t'es préparé plus que quiconque. C'est ton droit de voir ta fille naître. » J'ai hoché la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer le mélange de gratitude et de malaise que je ressentais. Voir Victoire naître signifierait être aux côtés de Patricia au moment le plus vulnérable, le plus intime. Cela signifierait faire semblant pendant quelques heures que nous étions une famille. Mais cela signifierait aussi être le premier visage que ma fille verrait dans ce monde et j'y serai, répondis-je enfin. Quelques semaines avant la naissance, elle a repris contact. Un long message rempli d'excuses, avec des « je ne savais pas » et « j'ai fait une erreur ». Elle a dit des choses avec des mots tremblants. Qu'il n'était pas celui qu'elle pensait, qu'il l'avait blessée, que la vie que nous avions lui manquait, que peut-être, juste peut-être, nous pourrions réessayer pour le bébé. C'était un dimanche après-midi lorsque le message est arrivé. J'étais au parc de la Villette avec Marcel et sa fille de 5 ans, Alice. Nous regardions un festival de cerfs-volants, et le ciel de Paris était parsemé de couleurs et de formes, un spectacle rare dans une ville habituellement grise. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Normalement, j'aurais ignoré, mais avec l'accouchement approchant, je vérifiais toutes les notifications. « Raphaël, j'ai besoin de te dire certaines choses. » Le message était long, presque une dissertation. Patricia n'a jamais été avare de mots quand elle voulait quelque chose. J'ai lu pendant qu'Alice courait autour de nous demandant de l'aide pour faire voler son cerf-volant jaune. J'ai réalisé que ce que nous avions était réel, était précieux. Gustave, il n'est pas la personne que j'imaginais. Il a des problèmes, Raphaël. De sérieux problèmes avec l'alcool, avec l'argent. La semaine dernière, il m'a crié dessus devant tout le monde à l'hôpital. C'était humiliant. Je continuais à lire, ressentant un tourbillon d'émotions contradictoires. Une partie de moi ressentait une satisfaction mesquine. Alors le prince charmant n'était pas si charmant que ça. Une autre partie souffrait pour elle, pour l'humiliation qu'elle décrivait. Et une troisième partie, plus sombre, se méfiait de chaque mot. Avec le bébé qui arrive, j'ai beaucoup pensé à la famille, à la stabilité, au genre de père que tu seras, attentionné, présent, aimant, au genre de père qu'il ne serait jamais. Peut-être avons-nous été précipités avec le divorce? Peut-être pour le bien de Victoire, devrions-nous reconsidérer? « Ça va, mec ?» demanda Marcel, remarquant mon expression. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« C'est Patricia, » répondis-je en lui montrant le téléphone. « Elle veut qu'on se remette ensemble. » Marcel a sifflé doucement. Il connaissait toute l'histoire, avait vu les dégâts que la fin du mariage m'avait causé. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?»« Bonne question. Qu'est-ce que j'allais faire ? Il y a quelques mois, j'aurais tout donné pour entendre ces mots. J'aurais couru vers elle, vers notre vie commune, vers le rêve d'une famille heureuse. Mais maintenant, je n'étais plus le même homme. Raphaël, je sais que demander ça est injuste après tout. Mais pouvons-nous nous voir? Parler en personne? Pour Victoire? Pour Victoire. Comme si notre fille encore à naître était un argument, une monnaie d'échange. Comme si elle avait besoin de parents ensemble et malheureux, plutôt que séparés, et en paix.
J'ai rangé mon téléphone sans répondre. Je devais réfléchir. J'avais besoin de clarté. Ce soir-là, assis sur le balcon de l'appartement, j'ai appelé ma sœur. Pauline a toujours eu un sixième sens pour les gens, une capacité presque surnaturelle à voir à travers les façades. Elle a peur, dit Pauline après avoir entendu l'histoire. Le conte de fées est terminé, et maintenant elle réalise qu'elle va être une mère célibataire. Personne ne rêve de ça, Rafa. Moi aussi j'ai peur, ai-je admis. Tous les jours. Oui. Mais tu as affronté cette peur depuis le début. Tu n'as pas fui, tu n'as pas cherché de raccourci. Tu as grandi. Grandi. C'était vrai. Au cours des derniers mois, j'avais plus appris sur moi-même qu'en des années. J'avais découvert une force que je ne savais pas posséder. Une capacité à avancer même quand cela semblait impossible. Je crois que je ne l'aime plus, dis-je finalement, me surprenant moi-même par l'honnêteté de l'affirmation, pas comme avant. Et c'est parfaitement compréhensible, petit frère. Certaines choses, quand elles se cassent, ne peuvent pas être réparées. Du moins, pas de la même manière. Le lendemain matin, j'ai répondu au message de Patricia. Bref, direct. On peut se voir au petit café demain à 10 heures. Cette fois, je suis arrivé le premier. J'ai choisi la même table au fond, j'ai commandé le même café. Certaines choses ne changent jamais, même quand tout change. Elle est arrivée à l'heure, ce qui était rare. Elle portait une robe bleu clair qui mettait en valeur son ventre de 8 mois. Elle était belle, d'une manière qui m'a rappelé pourquoi j'étais tombé amoureux d'elle. Mais le sentiment était comme un écho lointain, le souvenir de quelque chose qui n'existait plus. « Merci d'être venu », commença-t-elle s'asseyant avec difficulté. « Je n'étais pas sûr que tu répondrais. C'est à propos de Victoire. Je répondrai toujours quand il s'agira d'elle. » Elle a hoché la tête, prenant une gorgée du jus d'orange que le serveur avait apporté sans même qu'elle commande. Les habitués ont leurs privilèges. « Tu as lu mon message ?»« Je l'ai lu, plusieurs fois. »« Et je veux savoir, pourquoi, Patricia? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé ?» Elle a soupiré, ajustant la serviette sur ses genoux. « Tout a changé. J'ai changé. J'ai réalisé que j'avais fait une énorme erreur, que j'avais jeté quelque chose de précieux pour rien. Pour rien, répétai-je, sentant la vieille amertume remonter. Tu as jeté notre mariage, nos projets, notre confiance pour rien? Ce n'est pas ce que je voulais dire, se corrigea-t-elle rapidement. Gustave semblait différent, excitant. Il me faisait me sentir désiré d'une manière que... Elle s'arrêta, réalisant le terrain dangereux. De toute façon, ce n'était pas réel, c'était un fantasme. Et maintenant, j'en paie le prix. Je fixai mon café, laissant le silence s'étirer. Dehors, Paris continuait son rythme frénétique, indifférente au petit drame qui se déroulait à cette table de café. « Qu'est-ce qu'il a fait ?» demandai-je finalement. « Tu as mentionné qu'il t'avait blessé ?» Son visage se durcit. « Il a des problèmes avec l'alcool, de contrôle. Il est devenu furieux quand j'ai insisté sur le fait qu'il devait prendre ses responsabilités pour le bébé. Il a dit des choses horribles, que je l'avais piégé, que le bébé n'était probablement même pas de lui. Et il ne l'est pas, ai-je souligné l'évidence. Exactement, s'exclama-t-elle frustrée, mais il était au courant de la grossesse depuis le début. Il a dit qu'il me soutiendrait, que nous trouverions une solution. Puis, quand j'en ai parlé à mes parents, quand la chose est devenue réelle, il a complètement changé. Ses parents. Je ne savais même pas qu'elle leur en avait parlé. Monsieur et Madame Fournier m'avaient toujours traité comme un fils. J'imaginais leur déception, leur confusion. Je suis désolé que tu aies traversé ça, dis-je sincèrement. Personne ne mérite d'être traité ainsi. Elle a pris ma main sur la table, un geste intime qui me mit mal à l'aise. Tu ne me traiterais jamais comme ça. Tu es un homme bon, Raphaël, le meilleur que j'ai jamais connu, et j'ai jeté ça pour rien. Je retirai ma main gentiment. Je ne suis pas là pour être ton refuge, Patricia. Plus maintenant. Ses yeux s'emplirent de larmes. Alors pourquoi es-tu venue? Pour te le dire en personne. Le divorce se poursuit comme prévu. Nous serons les parents de Victoire. Nous lui donnerons tout l'amour et la stabilité que nous pourrons. Mais nous ne serons plus un couple. Les larmes coulaient librement maintenant.
C'est à cause de ce que j'ai fait? C'est une sorte de vengeance? Je secouai la tête, ressentant un calme surprenant. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'autopréservation, c'est du respect pour moi-même. Je t'aime encore, murmura-t-elle, la voix brisée. Je l'ai regardée, cette femme qui connaissait chaque recoin de mon être, chaque rêve, chaque peur. La femme qui avait été mon monde entier. Et j'ai ressenti de la compassion, pas de l'amour, pas de la haine, juste de la compassion. Je t'ai aimé de tout mon être, Patricia. Et regarde où ça m'a mené. J'ai payé l'addition et je me suis levé. Avant de partir, j'ai ajouté « Je serai dans la salle d'accouchement, comme convenu. Pour Victoire, pas pour nous. » Sur le trottoir, j'ai respiré profondément l'air de la ville. Je me sentais léger, comme si j'avais laissé un poids derrière moi à cette table de café. Le poids d'attendre son retour, le poids d'imaginer des réconciliations, le poids d'un passé qui ne pouvait être réécrit. J'ai marché jusqu'au jardin du Luxembourg, une oasis de verdure au cœur de la rive gauche. Je me suis assis sur un banc observant les gens, des cadres pressés, des étudiants discutant, des touristes prenant des photos, tous allant de l'avant, un pas à la fois. Mon téléphone a de nouveau vibré. Message de Patricia. Je comprends. Je respecte ta décision. Merci d'avoir été direct. J'ai répondu par un simple merci et j'ai éteint mon téléphone. Ce chapitre était clos. Et j'ai senti pour la première fois que j'étais vraiment prêt pour le suivant. Être le père de Victoire. Ce soir-là, j'ai écrit une lettre à ma fille encore à naître. Je lui ai raconté comment j'avais su qu'elle viendrait au monde, les transformations qu'elle avait déjà provoquées dans ma vie, l'amour immense que je ressentais déjà. Je n'ai pas mentionné la douleur, la trahison, la fin du mariage. C'était des histoires pour un autre moment, quand elle serait plus grande, si jamais elle avait besoin de savoir. J'ai rangé la lettre dans le tiroir de la commode, dans la chambre du bébé. Un jour, peut-être elle comprendrait comment sa simple existence m'avait sauvé de l'obscurité. Le jour où ma fille est née, le monde s'est renouvelé. Quand je l'ai tenue dans mes bras, petite, pleurant, parfaite, j'ai senti que tout ce qui était brisé en moi commençait à guérir. Aucun papier, aucune trahison, aucune parole amère ne pouvait toucher ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'étais de nouveau entier parce qu'elle était entière. L'appel est arrivé à 4h23 du matin. La voix de Patricia était tendue, contrôlée. Ça a commencé, je vais à l'hôpital. J'ai sauté du lit, déjà habillé. J'avais dormi tout habillé ces dernières semaines, préparé pour ce moment. Le sac de maternité était prêt, depuis des mois, vérifié et revérifié quotidiennement. Le chemin vers l'hôpital américain de Paris, mémorisé. Le taxi est arrivé en 5 minutes, une chance à Paris, même au milieu de la nuit. Le chauffeur, un monsieur aux cheveux grisonnants, a souri en entendant la destination. Premier enfant? Fille, ai-je corrigé, sentant le poids du mot. Fille, ma fille. Ah, les filles sont spéciales. J'en ai 3. Elles vous briseront le cœur et le répareront ensuite avec un simple sourire. À l'hôpital, Patricia était déjà dans une salle de pré-travail. Sa mère, Madame Fournier, attendait dans le couloir avec une expression inquiète. « Elle te demande », fut son seul commentaire, sans me regarder directement. La relation avec les beaux-parents change toujours quand le mariage se termine. Madame Fournier, qui me traitait autrefois comme son fils, peinait maintenant à prononcer mon nom. Je comprenais. La loyauté familiale est une force puissante. À l'intérieur, Patricia était allongée, connectée à des moniteurs, le visage tordu de douleur. « Ça a commencé il y a 1 heure », expliqua-t-elle entre 2 respirations courtes. « Les contractions sont toutes les 6 minutes. » J'ai hoché la tête, me positionnant à côté du lit. Je ne savais pas exactement quel était mon rôle ici. Mari? Plus maintenant. Ami? Pas encore. Juste le père de l'enfant qui allait naître? Cela semblait si peu pour quelque chose de si monumental. Le docteur Moreau est arrivé peu après avec son calme caractéristique. On dirait que la petite Victoire a décidé qu'il était temps, commenta-t-il en examinant les moniteurs. Nous n'en sommes qu'au premier stade. La matinée va être longue. Elle le fut. Les heures s'étirèrent dans un mélange confus de douleur, d'attente et d'anticipation.
Patricia alternait entre des périodes de silence tendu et des moments de vulnérabilité extrême, où elle me serrait la main avec force pendant les contractions. Je lui offrais de la glace, l'aidais avec les techniques de respiration que nous avions apprises au cours de préparation à l'accouchement. J'essayais d'être utile d'une manière ou d'une autre. À un moment particulièrement intense, elle m'a regardé avec les yeux embués. « Merci d'être là. Je sais que tu n'étais pas obligé. »« Je voulais être là, » répondis-je sincèrement. Pour elle, pour moi aussi. À 13h47, après près de 10 heures de travail, la dilatation a atteint 10 cm. C'était l'heure. L'accouchement lui-même fut un flou d'émotions et de sensations si intenses que je peux à peine les décrire maintenant. Je me souviens du visage de Patricia, rouge d'effort et de détermination. Je me souviens des instructions calmes du docteur Moreau. Je me souviens de lui avoir tenu la main, murmurant des mots d'encouragement qui n'avaient peut-être même pas de sens, et puis le cri. Ce premier son fragile et pourtant si puissant qui a tout changé. « C'est une magnifique petite fille », annonça le docteur Moreau, soulevant un petit être couvert de sang et de vernix caseosa. « Papa veut couper le cordon ?» Mes mains tremblaient en tenant les ciseaux chirurgicaux. Une coupe, et elle était officiellement dans le monde, séparée, indépendante, sa propre personne. Quand ils l'ont placée sur ma poitrine, peau contre peau comme recommandé dans les cours, quelque chose s'est dilaté en moi. Un amour si grand qu'il faisait mal, qu'il ne tenait pas dans mon corps, qui débordait par mes yeux en larmes silencieuses. J'ai murmuré des promesses à son oreille, que je ne lui mentirais jamais, qu'elle ne se sentirait jamais abandonnée, que peu importe la tempête, je serai son abri. La douleur du passé n'a pas disparu, mais elle est devenue une ombre derrière la lumière de son minuscule cœur battant. « Elle est parfaite », dit Patricia, nous observant depuis le lit, épuisée mais radieuse. « Oui, elle l'est », approuvai-je, approchant Victoire pour que sa mère puisse mieux la voir. Pendant un instant, nous n'étions que nous trois au monde. Pas un couple séparé, pas des ex-amants avec des rancœurs et des ressentiments. Juste deux êtres humains émerveillés par la petite vie qu'ils avaient créée ensemble. Les heures suivantes furent un tourbillon d'examens, de procédures, de visites. Ma mère est arrivée de Lyon, apportant une valise pleine, de vêtements faits main pour sa petite fille. Pauline est venue avec toute sa famille, remplissant la chambre de ballons roses. Marcel et Jules sont apparus avec un ours en peluche presque plus grand que le berceau. Même Madame Dubois, la voisine, est passée rapidement avec une amulette de protection qu'elle jurait avoir bénie spécialement pour Victoire. Au milieu de la confusion, j'ai trouvé un moment pour être seul avec ma fille. L'hôpital avait une petite chapelle œcuménique, vide à cette heure-là. Je me suis assis sur le dernier banc, avec Victoire endormie dans mes bras, son petit corps blotti contre ma poitrine. « Alors, c'est toi », murmurai-je, étudiant son visage parfait. « La personne qui va m'apprendre à être père. J'espère être à la hauteur du défi. » Elle a ouvert les yeux un instant, des yeux sombres et mystérieux, qui n'avaient pas encore défini leur couleur finale. Elle a semblé me fixer avec une sagesse ancienne, comme si elle me connaissait depuis longtemps. « On va découvrir ça ensemble, d'accord ?» continuai-je. « Je t'apprendrai ce que je sais du monde, et tu m'apprendras, eh bien, tout le reste. » Quand je suis retourné dans la chambre, Patricia était seule, les visiteurs étaient repartis temporairement. Elle semblait plus petite dans le lit d'hôpital, vulnérable d'une manière qu'elle permettait rarement aux autres de voir. « Tu seras un père merveilleux, » dit-elle, alors que je plaçais Victoire dans le berceau à côté du lit. « Tu l'es déjà. Nous ferons de notre mieux, chacun à notre manière, » répondis-je. Elle le mérite. Au milieu de la nuit, quand tout le monde était parti et que seuls les parents pouvaient rester, j'ai observé Patricia allaiter notre fille. Il y avait une intimité dans cet acte qui me faisait me sentir à la fois comme un intrus et comme faisant partie de quelque chose de sacré. Silencieusement, j'ai quitté la chambre pour qu'elles aient ce moment juste pour elles. Dans le couloir, j'ai croisé le docteur Moreau qui terminait sa ronde de nuit. « Comment vous sentez-vous, papa ?» demanda-t-il avec un sourire fatigué. « Transformé, » répondis-je, sans réfléchir. « Complètement transformé. » Il a hoché la tête,
comme s'il comprenait parfaitement. Les enfants ont ce pouvoir. Ils nous réinventent. 3 jours plus tard, nous avons ramené Victoire à la maison. Pas à notre ancien appartement commun, mais à mon appartement, maintenant le nôtre, à elle et à moi. Patricia resterait chez ses parents pendant sa convalescence et nous avions établi un système de visite pour les premières semaines. Franchir la porte avec Victoire dans les bras fut un moment solennel. Je lui ai présenté chaque pièce, parlant comme si elle pouvait comprendre. C'est notre maison. Ici, tu vas grandir, faire tes premiers pas, construire tes premiers souvenirs. La chambre que j'avais préparée avec tant de soin avait enfin son occupante. Je l'ai déposée délicatement dans le berceau, observant comme elle paraissait minuscule, au milieu des draps à motifs d'étoiles. Le fauteuil à bascule à côté serait ma maison pour les nuits à venir, je le savais. Les nuits seraient longues, les défis innombrables, et j'attendais avec impatience chaque minute. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai découvert une nouvelle routine. Le monde se divisait maintenant en intervalles de 3 heures, le temps entre les biberons. J'ai appris à changer, les couches d'une seule main, à différencier les différents types de pleurs, à dormir par micro-sieste de 20 minutes quand c'était possible. Ma mère est restée 1 mois, une présence inestimable dans les premiers jours chaotiques. Quand elle est partie, elle a laissé le congélateur plein de plats préparés et le cœur plein de conseils. Fais-toi confiance, mon fils. Tu connais, ta fille est mieux que n'importe quel livre ou application. Patricia et moi avons trouvé un rythme étonnamment fonctionnel. Les jours où Victoire était avec moi, elle appelait juste pour savoir comment les choses se passaient, sans s'immiscer. Les jours où le bébé était avec elle, je faisais de même. C'était une danse prudente de respect mutuel qui, bien qu'imparfaite, fonctionnait pour nous 3. Un matin, je me suis réveillé avec Victoire, allongée sur ma poitrine, tous 2 sur le canapé où nous nous étions endormis après un biberon de nuit. Le soleil filtrait à travers les fentes du rideau, créant des motifs dorés sur son visage serein. Ses petits doigts agrippaient à mon t-shirt comme si, même dans son sommeil, elle voulait s'assurer que je serais là à son réveil. Et c'est là que j'ai réalisé, je n'étais pas le seul à guérir. Nous guérissions tous les 2, ensemble, père et fille, apprenant à naviguer dans un monde qui ne s'était pas déroulé comme prévu, mais qui était néanmoins plein de possibilités. Maintenant, chaque matin, je me réveille avec un but. Ma fille sourit pendant son sommeil, et je réalise, je n'étais pas celui qui portait chance à Patricia. C'était elle qui avait failli emporter la mienne. Et d'une manière ou d'une autre, à travers la douleur, j'ai trouvé un type d'amour plus profond que je n'aurais jamais cru possible. Je regarde Victoire, dormant paisiblement dans son berceau, et je sais que, quoi qu'il arrive, cette petite vie que j'ai aidé à créer m'a déjà donné plus que je ne pourrais jamais lui rendre. Elle m'a donné un nouveau départ.